qu'est-ce qui différencie la fiction du documentaire? La question se pose depuis les tout débuts du cinéma, là où les frères Lumière utilisaient leur cinématographe pour prendre des vues documentaires. C'est Alice Guy qui, la première, pense à s'en servir pour raconter des histoires. Et ce serait donc là toute la différence. L'un raconte le réel, l'autre l'imaginaire. Une différence d'intention qui s'est toujours fait ressentir dans la mise en scène. Mais en 1929, un film documentaire bouleverse tout ça. L'homme à la caméra. Sorti à la toute fin des années 20, L'homme à la caméra est un documentaire expérimental soviétique. Il se contente de filmer le quotidien d'habitants, leur travail, leurs loisirs et les décors dans lesquels ils vivent et évoluent. Le film se présente lui-même comme un documentaire, à travers un court texte diffusé au début du film. Une œuvre sans scénario et sans théâtre. Le documentaire est une expérience de cinématographie et de phénomènes visibles. Une définition qui en soi pourrait bien coller à celle du documentaire. Filmer des phénomènes visibles par le spectateur, sans artifice ni scénario. Et pourtant, quand on regarde le film, on se retrouve face à des images qu'on peine à saisir. Un film presque informe où les images se succèdent sans qu'on y perçoive une réelle continuité ou une cohérence narrative. Une surprise qui est amplifiée par des images qui se superposent les unes sur les autres, continuant de nous montrer le caméraman en quête d'images. Et lorsque le film se termine, nous gardons malgré tout la sensation paradoxale d'avoir vu un film, une fiction, une mise en scène créée à partir du chaos de la vie réelle et d'images superposées les unes contre les autres. Un peu comme si la fiction et le réel se mélangeaient. Des films comme Forrest Gump par exemple, usent à foison d'images d'archives afin de situer le film et de le contextualiser auprès du public, notamment grâce à des images marquantes ou qui ont marqué les spectateurs. C'est un moyen courant de mieux investir le public à travers le film. Et on ne compte même plus les faux documentaires. Ces films de fiction qui reprennent les codes du documentaire pour raconter des histoires inventées de toutes pièces, style que l'on retrouve aussi auprès du fan footage. Mais l'inverse est plus surprenant. Et comment est-ce que le documentaire peut s'emparer de la fiction? Quand on y réfléchit bien, la mise en scène a toujours existé dans le milieu documentaire. Tout commence avec une question qui servira d'intrigue et de fil rouge et qui englobe la thématique principale du projet. Mais mettre en scène un documentaire ne signifie pas toujours y infiltrer la fiction, bien que cela arrive parfois. Il suffit de regarder les documentaires animaliers. La plupart d'entre eux prennent plaisir à nommer les animaux qu'ils suivent et à leur donner quelques traits de personnalité, semblant ainsi méprendre ceux humains. Une anthropomorphisation qui laisse le documentaire passer un pas du côté de la fiction, afin de mieux investir le public. Idem pour les documentaires true crime, qui prennent plaisir à mettre en scène une enquête, quitte à recréer en studio des décors et à recréer des éléments de l'affaire, depuis le crime jusqu'aux interrogatoires, en passant par les schémas, motifs et mobiles. Et je ne parle même pas de la docu-fiction qui reprend tous les codes de la fiction au sein du documentaire. Ouais, tout est dans le nom. En bref, le documentaire aime lui aussi emprunter les codes de la fiction, donc de l'imaginaire, qu'il s'agisse des structures scénaristiques ou esthétiques. Et ça marche si bien que certains parlent aujourd'hui d'hybridation. Alors, pourquoi ça marche? Parce que les codes du cinéma fonctionnent sur le public. Et pour intéresser au réel, le documentaire s'est adapté. Mais cette esthétisation cinématographique du documentaire ne vient pas sans doute sans certaines contraintes. Dans son livre Une certaine tendance du cinéma documentaire, Jean-Louis Comolli nous parle de cette relation étrange entre cinéma et documentaire.
Il nous met notamment en garde contre la représentation des personnages documentaires. Et oui, parce que le documentaire suit des personnes bien réelles, vivant aussi bien dans le vrai monde qu'à travers le prisme de la caméra, et donc du public. Alors rendre un récit trop cinématographique ne serait-ce pas prendre le risque de les rendre trop fictifs? C'est l'éternel débat entre le réel et sa représentation, la réalité et l'illusion. Et voilà aussi toute la question posée par le cinéma documentaire. La réalité est ici incarnée. Le cinématographe a toujours été un moyen de nous montrer l'altérité, une autre vision du monde, pourtant collant bien au réel. Une sorte de réalité imaginaire. Mais lorsque cette altérité devient bien réelle, à quoi donc se raccrocher? À la mise en scène. C'est la mise en scène des images qui nous rapproche. Mais revenons un peu à L'homme à la caméra. Que peut-on vraiment dire de ce film? Et si la vie des gens, leur quotidien, n'était pas le vrai sujet du film? En réalité, Vertov, son réalisateur, voulait surtout représenter les possibilités de mise en scène permises par le cinéma, notamment en filmant certains processus restés en dehors du regard humain. Persuadé de pouvoir explorer les différentes facettes du cinéma, il s'amuse alors à filmer la ville d'Odessa, dont il est originaire. Tout le film jongle alors entre des plans improvisés et un montage rythmé et surréaliste, comme si le chaos avait été instrumentalisé, ou bien que tout avait été prévu. Avec ces images qui se superposent, l'homme à la caméra brise constamment le quatrième mur, nous rappelant qu'il n'est pas invisible et qu'il choisit ce qu'il veut nous montrer. Et c'est sur ce point précis que se joue la frontière entre documentaire et fiction. Le choix de ce qu'on nous montre. Et aussi savoir comment on nous le montre. Qu'il s'agisse de fiction ou de réalité, il faut faire un choix sur ce qu'on décide de montrer et ce qui reste hors champ. Un choix qui se justifie par un besoin de narration et sur une cohérence de mise en scène. Alors qu'elle soit réelle ou non, tout ça reste une histoire qu'on nous raconte. Et dans le chaos des images de L'homme à la caméra, véritable film politique se qualifiant de ciné-œil. C'est surtout son montage qui nous raconte une histoire. Tout le film nous raconte en fait sa propre création, comme une mise en abîme, et qui en profite pour fracasser le quatrième mur. Comme son nom l'indique, le film est l'histoire d'un homme qui veut capter le monde à travers sa caméra. En s'intégrant à l'intérieur même de son film, il ne devient pas seulement réalisateur, être omniscient qui a la mainmise et les pleins pouvoirs sur son œuvre, mais bien un personnage de son univers, interrogeant au passage sa propre place dans le monde. En fait, il joue aussi bien sur l'ambivalence entre la fiction d'un côté et sa place dans un monde qu'il a créé, et le documentaire de l'autre, dans une réalité à laquelle il est fondamentalement rattaché. Il se trouve à la fois acteur, réalisateur, spectateur de sa propre création. L'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure devient alors d'autant plus floue. Le cinéma était en fait un art encore tout jeune quand le film est sorti, à peine une trentaine d'années. Et les méthodes de mise en scène étaient encore à découvrir et à inventer. Donc en fait, l'homme à la caméra documente plus sa forme que son fond, à travers son cadre mais surtout son montage. Une mise en scène qui permet de donner corps aux images qu'il filme. C'est la vie à l'improviste, comme Vertov le décrivait lui-même, filmant les gens à leur insu, permettant de créer un documentaire politique sur la vie en URSS. Faire la différence entre documentaire et fiction peut nous paraître très facile. Mais malgré tout, ces deux genres se confondent par leur forme et par leurs enjeux de mise en scène. Et tout ça, ça nous questionne sur notre regard de spectateur. Comme l'a aussi décrit Comolli, si la mise en scène interroge déjà cette ambiguïté entre fiction et réalité, cela se ressentira forcément dans l'œil du public. Une critique que fera bien des années plus tard André Bazin, qui a toujours favorisé un cinéma total, qui présenterait objectivement le réel et nous met en garde contre les manipulations de l'image et du montage, à une époque où la nouvelle vague se développait. Et c'est une critique qu'on retrouvera aussi dans les années 90 par le Dogme 95. En bref, L'homme à la caméra est avant tout une exploration des possibilités du cinéma et des mises en scène. Ce qui rend ce film si marquant, c'est sans doute la manière dont il a vieilli. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes submergés d'images, qu'il s'agisse de films, de documentaires, de publicités, de vidéos, et ce, sur toutes les plateformes.
Le regard que nous portons sur l'homme à la caméra a nécessairement évolué et n'est donc plus le même qu'en 1929. Mais nous questionne malgré tout sur notre rapport aux images et à leur mise en scène.